On se connecte, on partage. Bonjour, bonjour la famille. Connectez-vous massivement et partagez. On va un peu parler du vol au sommet de l'État aujourd'hui. C'est une chanson que mon père aimait beaucoup dans les années 80. Partagez la famille. Vous n'êtes qu'à 30 personnes sur TikTok, sur Facebook. Vous n'êtes que 10 pour le moment. Partagez, partagez. Envoyez dans les liens Facebook, Messenger, WhatsApp. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est la prise de conscience des uns et des autres qui nous fera sortir de l'état dans lequel nous sommes. Donc partagez s'il vous plaît. Partagez dans les inbox, partagez dans les groupes WhatsApp. Taguez vos amis, mettez @followers. Donc ça taguera de facto tous ceux qui sont dans vos contacts. Dès que la chanson termine, on commence dans moins d'1 minute. Bonsoir Alain. On partage, on partage. Bonsoir ma soeur Bella Lisa. Bonsoir tout le monde. Ok, on va y aller, la chanson est terminée. Ok la famille, partagez le live et mettez des cœurs. Pareil, sur Facebook, je ne vois pas de partage, je ne vois pas de cœur. Si vous êtes là, parce que c'est une télévision, j'arrête et je me concentre sur TikTok. Donc, si ça ne décolle pas là, bonsoir Ismaël. Si ça ne décolle pas sur Facebook, j'arrête Facebook et je me contente de TikTok. Bonsoir Alex. Danger, je te vois connecté. Écoutez, je voudrais un peu qu'on parle aujourd'hui du double jeu, une fois de plus, de ce pouvoir. Ceux qui ont pris le pouvoir nous ont vendu l'idée selon laquelle ils étaient venus pour arrêter le vol perpétré par Sylvia et sa bande par Ali. Ils nous ont vendu la restauration des institutions, donc la justice, les finances, toutes les institutions qui font fonctionner le pays, la Cour constitutionnelle et autres. Ils nous ont vendu une transition qui était censée durer 2 ans, donc 2 ans à travers laquelle, selon eux, selon leurs estimations, cette transition, ces 2 ans étaient largement suffisants pour, à la fin de cet exercice, à la fin de ces 2 ans, remettre le pouvoir aux civils. Voilà les faits. Voilà ce qui a été dit et annoncé devant tout le monde. Ce n'est pas Rekula qui le dit, ce n'est pas Rekula qui l'invente. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que nos dirigeants avaient conscience du chemin de croix qui les attendait. Nos dirigeants avaient conscience de la lourde tâche qui les attendait. Ils n'ont pas attendu prendre le pouvoir pour se dire, bon voilà, nous ne pourrions pas faire. Non. Ils ont mûri leur coup d'État dans l'ombre depuis un bon moment, avec la complicité de civils,
avec la complicité de membres de la société civile. Oui, je vous l'apprends. Certains étaient même cachés non loin de la présidence. Suivez mon regard. Le coup d'État a été mûri de longue date, a été mûri par certains aujourd'hui que nous appelons extrémistes, parce que quand je regarde certains de mes souvenirs, je me rends compte qu'il y avait... J'ai été témoin de certaines réunions, certaines rencontres, qui aujourd'hui, je me rends compte en fait que ces personnes qui se rencontraient, en réalité, préparaient ce coup d'État. Donc, je ne comprends pas comment, après plus d'un an de coup d'État, plus d'un an de gouvernance totale, sans aucune opposition politique, sans aucune opposition financière, sans aucune opposition militaire étrangère ou même de la France ou je ne sais trop quoi, sans aucune opposition au Parlement, je ne comprends toujours pas pourquoi un an après, le pays est toujours au même niveau, si ce n'est pire. Oui les amis, parce que contrairement à ce qu'on vous vend, que les choses avancent, les choses sont en train d'être restaurées, vous voyez bien que lorsqu'on vous fait ce discours, la réalité vous montre autre chose. La réalité vous montre qu'au niveau de la justice, nous sommes toujours dans les injustices, nous sommes toujours dans la loi du plus fort, nous sommes toujours dans des magistrats véreux, nous fonctionnons toujours avec des magistrats véreux. Au niveau du social, nous sommes encore dans la politique des dons non pas au nom de l'État, mais toujours au nom d'individus. Vous fatiguez déjà, ok, toi, je te bloque. Tous ceux qui sont fatigués, dites-le moi, mes frères. Vous tous qui me regardez et qui êtes fatigués de m'écouter, sur ma page, dites-le moi, je vais vous aider à ne plus être fatigué. Bref. Donc, nous constatons que juste après les discours dont on nous parle, c'est plutôt l'inverse que nous vivons. On nous a parlé de restauration des bourses, comme par le passé. On s'est rendu compte qu'il n'y a jamais eu de restauration de bourses d'élèves comme par le passé. Après leur marketing, ils nous disent « Oh non, en fait, il faut avoir 12, nous cherchons l'excellence, etc. etc. » Ça n'a jamais été dit auparavant, ça a été imposé aux élèves. Mais on se rend compte que les mêmes qui demandent l'excellence sont les mêmes qui sont incapables de donner, de fournir, de faire en sorte que nos écoles primaires et secondaires soient des écoles dignes de nom, avec des professeurs, avec du matériel didactique, avec les enseignants qu'il faut. Des gens qui se retrouvent par exemple en série scientifique n'ont pas de prof de maths. 6 et 7 mois n'ont pas de prof de maths, n'ont pas de prof de physique, n'ont pas de prof d'histoire et autres, n'ont pas de prof de français. Voilà les réalités, après les belles annonces. On nous dit, oui, voilà, Libreville est en train de changer, le Gabon est en train de changer, mais quand on nous dit le Gabon est en train de changer, moi je me rends compte en fait que les seules images qu'on continue de nous montrer de ce fameux Gabon qui change, c'est le bord de mer, c'est une partie du bord de mer. C'est Akaye, c'est quelques 600 mètres de route du camp de police, c'est la baie des Rois ou des Tortues, ou je ne sais pas. C'est à ça que certains réduisent le Gabon. Mais quand je regarde toujours mes images que j'ai du Gabon profond et que je demande à ceux qui sont sur le terrain de m'envoyer des vidéos, des photos, nous sommes toujours dans le même Gabon. On nous a parlé d'un changement social. Lorsque je regarde, bonsoir ma grande sœur Jay, meilleurs vœux à toi. Donc, lorsque je regarde aujourd'hui le social, mais rien n'a changé. On nous a dit, oui, voilà, les retraités, leurs pensions seront revalorisées. Les retraités auront leur argent. C'est toujours la croix et la bannière pour les retraités. Quand on regarde au niveau du ministère des Affaires sociales, c'est toujours la même chose. Toujours le ministère le plus pauvre, le ministère le plus délabré. Ceux qui vivent avec des handicaps doivent avoir, pour vivre, selon l'État gabonais, selon M. Oligui et tous ses ministres, 70 000 francs par an pour pouvoir vivre. Donc, autant dire que rien n'a changé. Lorsqu'on regarde au niveau toujours social, au niveau de la distribution d'eau et d'électricité, qu'est-ce qui a changé depuis un an? Rien du tout. Et ils nous ont fait miroiter un fameux projet de centrale nucléaire flottante, etc., à coup de grandes pompes, de grandes publicités. Nous, patriotes, activistes, nous avons dit que ça, là, c'est encore des histoires.
Nous sommes sortis les premiers en disant, ça là, ça ne fonctionnera pas avec le Gabon. Voilà, voilà, voilà. Ils sont sortis, ils ont envoyé tous leurs activistes de la faim, hein, parce que les activistes de la faim, c'est ceux qui sont là-bas, c'est pas nous. Nous sommes les activistes de la faim, de la tyrannie. Ils ont envoyé tous leurs nouveaux gens là, toute leur bande, nous décrier en disant oui, nous racontons des histoires, nous sommes contre la transition, contre leur sauveur, le sauveur de l'humanité. Au bout de quelques mois, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tous vu. Vous avez vu et vous savez qu'aujourd'hui, ils sont en procès avec cette fameuse entreprise turque qui a fait venir sa centrale hydraulique, sa centrale d'électricité navale, etc. Donc vous voyez que ce sont des choses que nous avions dit depuis. Pourquoi maintenant ce n'est pas exécuté? Ils diront aussi que c'est nous, c'est de notre faute. Ok, on avance. Nous avons dit que les militaires qui sont là, s'ils sont venus prendre le pouvoir pour restaurer véritablement les choses et restituer le pouvoir, ok. Et nous sommes prêts à les accompagner dans ce sens. C'est dans ce sens que, profitant de mon voyage au Gabon, le général Oligui, nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé, m'a proposé d'aller au dialogue, j'ai accepté. Et en acceptant au dialogue, contrairement peut-être à beaucoup qui partaient pour des perdièmes ou pour des postes ou des ceci, cela, je suis parti, moi, pour défendre ce que nous défendions à travers les réseaux sociaux, à travers nos lives. Vous avez vu que mon langage n'a jamais changé. Chaque jour, je vous publie des interviews qu'on me passait là-bas. Et c'est encore moi, le même Rékoula, qui, au sortir de là, document à l'appui, je vous ai dit et je vous ai montré que toutes les conclusions qui sont sorties de ce fameux dialogue sont tout sauf ceux qui avaient été arrêtés. Parce que oui, il y a eu quand même un semblant de démocratie au cours de ce dialogue. Ça, je ne vais pas être mauvaise langue en disant non, on nous dictait les choses. En tout cas, dans la commission où j'étais, non, ce n'était pas vrai. C'était des débats acharnés parce que nous étions entourés de militaires. Il fallait faire convaincre les militaires en leur expliquant que notre but n'était pas une chasse aux sorcières ou des exécutions ou quoi, mais notre but était de faire avancer le pays et que nous ne pouvions pas aujourd'hui prétendre à un avancement du pays si les mots précédents, les mots qui ont conduit à faire en sorte que ce pays soit là où il est, ne soient pas abordés. Ils nous ont fait croire effectivement que ça devait être fait et vous avez vu qu'au final, ça a été rejeté d'un revers de la main et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Lorsqu'on me posait la question de savoir, oui Bernard, qu'est-ce que tu penses de la future constitution? Moi, dès le départ, j'ai été clair. Pendant que certains tergiversaient, disaient, oh moi j'attends voir leur projet. Rappelez-vous, je vous ai dit que si déjà ils n'ont pas respecté les conclusions de ce dialogue, si déjà ils l'ont modifié unanimement, mais qu'est-ce que vous attendez de cette fameuse constitution? Et l'histoire m'a donné raison. Vous avez vu encore que même la fameuse constitution qu'ils ont bidouillée, qu'ils ont présentée au peuple, à leurs partisans, vous voyez encore que même ce qu'ils ont adopté n'est pas ce qui a été voté. Ça s'appelle de la haute trahison. Et voilà pourquoi les membres du CTRI veulent coûte que coûte, ont voulu coûte que coûte faire passer une loi d'amnistie parce qu'ils savent qu'ils sont dans la haute trahison. La haute trahison parce que d'abord, ils ont réalisé un coup d'État. Le peuple aurait au moins fermé les yeux si vraiment ça aurait été un coup d'État un peu à la Thomas Sankara ou à la Jerry Rawlings. Mais on se rend compte que ce coup d'État a été perprété pour tous les intérêts sauf ceux du peuple. Ce coup d'État a été perprété déjà parce que le général Oligui a été méprisé par Noureddine et Sylvia, hein, premièrement, parce que n'oublions pas que c'est bien le général Oligui qui a maintenu ce pouvoir, hein, quand il était d'abord avec Omar Bongo, et ensuite quand il est revenu aux affaires pour soutenir Ali Bongo, après la tentative de Frédéric et autres, vous connaissez l'histoire, hein. C'est ce même général Oligui qui était à la tête de l'AGR lorsqu'il il fallait mater les Gabonais lors de la révolte des casseroles. Ce même général Oligui qui était à la tête de l'AGR lorsque l'AGR est allé froidement assassiner notre compatriote qui revendiquait pour des questions d'équité concernant le pétrole, le droit au travail et l'équité de la redistribution de ce pétrole. Hein, rappelez-moi le nom du frère, j'ai oublié son prénom, m'échappe. Donc, ce sont bien les mêmes. Et nous avons commencé, Glenn, merci Glenn. C'est bien le même général Oligui qui était avec Bara Swaga à la tête de ces forces spéciales, DGSS et autres, qui sont allés froidement l'abattre.
Donc, je ne comprends pas comment, du jour au lendemain, on puisse nous dire des choses et on applique autre chose et que personne, je dis bien exactement, personne de sensé, bon pas personne de sensé, mais beaucoup de personnes sont là à croire aux histoires, aux propagandes données par ce CTRI. Nous avons dit, nous avons décrié, dès les premiers instants de ce coup d'État, nous avons trouvé ça suspect. Ensuite, le fait que le général Oligui ramène exactement tous ceux qui étaient là au pouvoir, tous ceux qui avaient été marginalisés par Ali Bongo, nous avons dit non. Et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Hier, tous ces gens ont passé des enquêtes de moralité par la DGSS, la DGR, par tous les services de renseignement. Ces gens étaient clean. Aujourd'hui, certains d'entre eux, pour peu qu'ils soient en désaccord avec d'autres, sont devenus les plus grands criminels. Et dans ça, la loi gabonaise, curieusement, n'agit qu'après que le général Oligui sorte pour parler ou pour dire qu'il a donné instruction et autres. Donc ça voudrait dire tout simplement que notre justice n'est toujours pas libre. Parce que si pour que la justice se mette en branle, il faudrait toujours que le général Oligui sorte, fasse ci, fasse ça, vous avez bien là la preuve que sans le mot d'ordre du général Oligui, notre fameuse justice est toujours pareille. Notre fameuse justice où nous continuons de nous rendre compte que c'est toujours les petits braqueurs, les voleurs de poulets et de sacs de riz qui subissent le gourou de la justice. Mais tous ceux qui continuent de détourner les fonds, tous ceux qui ont été nommés par le général Oligui et dont nous avons aujourd'hui des preuves directes ou indirectes qui se sont rendus coupables de détournement de deniers publics, où sont-ils? Ils sont là, protégés par ce même général. Et là, curieusement, la loi ne dit rien. Pourtant, nous avons bien des mécanismes de détection. Vous savez, aux États-Unis, par exemple, lorsque les Américains, à un moment donné, ont voulu arrêter d'une grande manière la gabegie ou les gangs, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient tout simplement, ils mettaient tout simplement le fisc sur des personnes qui affichaient des richesses ostentatoires. Aujourd'hui, nous avons au Gabon une institution qui s'appelle la CNIL, la Commission de lutte contre l'enrichissement illicite. Mais depuis que cette commission a été créée, nous nous demandons mais à quoi elle sert? Jamais nous n'avons vu des résultats de la CNIL. Jamais nous n'avons vu des enquêtes sur des personnes qui sont fonctionnaires mais qui ont un train de vie extraordinaire. Jamais nous ne l'avons vu. Mais pourtant, cette CNIL est censée avoir été restaurée. Elle est censée nous apporter justement le changement tant attendu. Si là, nous avons eu l'affaire d'un général qui a soi-disant porté plainte ou qui serait derrière la mort d'un autre de notre frère marin, pour des histoires, nous dit-on, de bijoux, de dizaines de millions. Mais je pense que la CNIL aurait pu se saisir aussi de ça, commencer à véritablement enquêter sur les richesses de toutes ces personnes, des généraux, des ceux-ci, qui sont beaucoup plus des affairistes qu'autre chose. Mais qu'est-ce que nous voyons encore? Une manipulation. Nous voyons un procureur de la République qui vient, qui sort, qui dit qu'il y aura des enquêtes et autres, mais ce même procureur de la République ne vous dit pas que sans que le ministre de la Défense ne donne son aval ouvertement, parce que c'est les lois qu'ils ont bidouillées au Gabon, c'est ça, sans que le ministre de la Défense ne lève l'immunité dont jouissent les officiers, les hauts gradés et autres, ce dossier n'avancera pas. Ça, on ne vous le dit pas. On ne vous dit pas que seule une cour spéciale peut aujourd'hui juger les ministres indélicats, les anciens ou les nouveaux, ou même les forces de défense et de sécurité. Donc, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de pression dans l'opinion publique, on vous envoie, après plusieurs jours de silence et de mépris, on vous envoie des gens qui viennent lire des communiqués laconiques. Ça, ce n'est pas moi, parce qu'on nous qualifie d'activistes, on nous qualifie d'ennemis de la nation. Mais voilà les faits. Presque un an après le meurtre de notre premier compatriote à cause de soi-disant des violations de couvre-feu, où en est, dites-moi, où en est l'enquête? Parce que nous avons le droit, c'est notre droit de savoir où en est l'enquête. Où est l'enquête concernant le meurtre? Et c'est toujours le même procédé. On vous tabasse à mort parce que vous ne représentez rien. On tabasse quelqu'un à mort parce qu'il aurait violé le couvre-feu. Vous imaginez un peu? La vie d'un homme ne vaut rien à leurs yeux
parce que tu aurais violé le couvre-feu? Où est l'enquête de notre frère mort tabassé à cause toujours de ce même couvre-feu à Port-Gentil? Où est cette enquête? Toujours la même chose. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons des Gabonais courageux qui sortent de là où ils sont pour témoigner des sévices qu'ils subissent dans nos prisons, témoigner des enlèvements, des tortures qu'ils subissent. Et vous savez, pourquoi on ne dise pas que nous sommes des menteurs, pourquoi on ne dise pas que nous manipulons? Vous-même, vous avez entendu le général Oligui en plein direct qui reconnaît qu'effectivement, non seulement à l'école, on les forme à torturer, le général Oligui donne même les détails, il dit que pendant qu'il torture, normalement, il doit avoir un médecin qui doit juger de l'état de la personne qu'on torture. Donc ça veut dire que si la personne est endurant, on continue les tortures. Si la personne n'est pas endurant, on suspend. Ce n'est pas moi ou je ne sais pas quel activiste qui raconte ça. Vous avez vous-même vu et entendu le général Oligui en direct et qui le dit en toute simplicité. Donc vous voyez à quel point nos vies sont méprisées par ces gens. À quel point nos vies ne valent rien. Et comme toujours, je vous avais prédit, non? Hier, quelqu'un m'a soufflé que la famille du dernier victime du B2, de la dernière victime du B2, il paraîtrait qu'elle est sortie pour dire « Oh non, ne parlez plus de notre enfant, etc. etc. » Je ne vous avais pas prédit ça. Je vous avais prédit qu'après le tapage, après l'appel au retour à la justice que nous avons fait, les valises allaient parler et la famille allait avoir ce comportement. Mais dites-moi, déjà j'aimerais dire ce mot à cette famille. Écoutez bien, vous là qui nous dites « Oh non, vous ne devez plus parler, etc. » Nous ne parlons pas présentement parce que c'est votre enfant. Si ce n'était que ça, votre enfant est militaire. Nous n'aurions pas parlé de ça. Nous parlons à cause d'une violation des droits de l'homme. Nous parlons à cause d'une violation de la loi gabonaise. Voilà pourquoi nous parlons. Et voilà pourquoi nous allons continuer à parler, quelles que soient vos sorties. Parce que même si on vous a donné des dizaines de millions, ça n'effacera en rien que les lois gabonaises ont été violées, continuent d'être violées par ceux qui sont censés nous protéger. Donc, quel que soit l'argent qu'on vous donne, rassurez-vous, moi je continuerai à parler de ça. Et jusqu'au bout. Et encore une fois, voilà la continuité des pratiques que nous avons décriées. Le général Oligui nous a dit pourtant que tout ça là c'était fini, mais vous-même vous voyez? Vous-même vous voyez que ces gens sont toujours là, c'est-à-dire que pour eux, une fois que les valises d'argent ont parlé, que la famille est en train de s'enjailler, que les enfants de la victime, parce que c'est toujours le même scénario, hein, les enfants de la victime ne verront que dalle, ça va être les pères, les mères, les oncles qui vont s'entre-déchirer. Une fois que ça va être fait, savoir le fin mot de l'histoire, qui est le véritable coupable, non, ça ne les intéresse plus. Et c'est ça l'esprit gabonais. Et ce sont les mêmes là après, quand l'argent va finir, parce que entre le chef de famille qui va certainement manger, qui va doubler les autres, quand il n'y aura plus rien, ce sont les mêmes que vous verrez sortir. Oh non, aidez-nous, ils nous ont promis ceci, ils nous ont promis cela. Mais c'est fini cette manipulation. Je vous dis clairement que c'est fini cette manipulation. Donc moi, concernant cette affaire, nous allons continuer et nous allons faire notre travail. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous viendrez à la CPI, vous viendrez dans les institutions internationales en disant « Oui, je suis le père de tel, je ne veux plus qu'on parle de ça, je ne veux plus qu'on cherche à savoir qui sont les coupables, qui sont les responsables du meurtre de mon enfant. » Voilà. Parce qu'il faudrait que vous compreniez une chose. Il arrive un moment où il y a des choses qui se passent qui est au-dessus de vous. Comprenez-le bien. Parce que s'il fallait faire dans l'émotion là, nous n'aurions même pas défendu votre frère, votre enfant, votre neveu. Et quand je vois le pouvoir en place qui encore nous menace, oui, diffusion d'images, ne vous fatiguez pas, nous allons continuer à diffuser ces images à chaque fois que vous aurez des exactions. À chaque fois que vous commettrez des exactions. Et pour rappeler, qui nous a envoyé ces images? Si ce n'est la famille elle-même. Qui nous a donné les détails de toutes ces affaires? N'est-ce pas la famille? Donc que ça soit à vous la famille ou que ça soit à vous les gens du pouvoir, ne pensez pas que vous allez nous manipuler, hein, comme beaucoup ont l'habitude de faire. Quand vous avez les poches pleines, le ventre rempli, allez, non, on ne doit plus parler. Non, ça ne marche pas comme ça, hein, les amis. Ça ne marche pas comme ça.
Donc, une fois de plus, je disais, voilà les réalités. Hein. On nous a vendu de beaux discours, on nous a fait miroiter au changement, mais la réalité, elle est là. Maintenant, sur le plan économique. Sur le plan économique, de quoi un pays a besoin pour vivre? Un pays a besoin, pour vivre, de satisfaire ses besoins primaires. D'avoir de l'eau, d'avoir de l'électricité, d'avoir de quoi manger. Le Gabon est recouvert par 80% de forêts. Qu'est-ce qui empêche le Gabon de devenir autosuffisant? Quel est notre aliment de base au Gabon? Le riz, la banane, les tubercules, tout genre de tubercules, tubercules de manioc, tubercules de patates douces, tubercules de pommes de terre, tout ça, ça pousse au Gabon. Qu'est-ce qui empêche le Gabonais d'être autosuffisant alimentaire? Vous pensez que pour être autosuffisant alimentaire, nous avons besoin de milliards et de milliards de machines? Nous avons un ministère de l'Agriculture qui est incapable de mettre en place une politique agricole? Moi-même, avec mes faibles et pauvres moyens que j'avais au Gabon, avant que Noureddine ne me confisque un de mes terrains dans lequel vous me voyez souvent au Cap, avec ma débroussailleuse, j'arrivais à être autosuffisant en bananes, en tubercules de manioc. Oui, les amis, je n'achetais pas les tubercules de manioc, ni les tubercules, ni les feuilles de manioc. Je n'achetais pas ça. La banane encore plus. Mais si chaque Gabonais, je dis bien nous avons 80% du territoire vierge, et le Gabon, tu manges un noyau, tu manges un truc, tu craches, ça pousse. S'il y avait une véritable politique qui permettait aux Gabonais d'avoir un lopin de terre, ne fût-ce que, premièrement, pour pouvoir planter sa tomate, planter sa banane, sa machin. Vous ne pensez pas que nous commencerions à ne pas être dépendants des importations d'ailleurs, du Cameroun, du Congo et autres? Le Cameroun est presque aussi pauvre que nous, si ce n'est plus pauvre que nous. Le Congo, pareil. Mais comment ces pays, n'ayant pas une grande industrie telle que les Occidentaux, une industrie agroalimentaire telle que les Occidentaux, comment ils arrivent à faire en sorte que nous soyons dépendants d'eux? Tout simplement parce que nous avons des dirigeants qui sont en même temps propriétaires de groupes commerciaux, qui ont des marchés d'exclusivité de produits et qui ne veulent pas que le Gabonais soit dépendant, ou du moins indépendant. Voilà des gens affairistes qu'Oligui a ramenés au pouvoir. Je parle là du patron de Sega Cadiz et autres, et autres, et autres. Hein. Voilà des gens qui sont juges et partis. Voilà des gens qui sont au pouvoir et ailleurs on appelle ça un conflit d'intérêts. Rien qu'à cause de ça. Ailleurs, soit vous démissionnez, soit la justice vous rappelle le respect à l'ordre, le respect de la loi. Mais nous avons des hommes politiques qui sont en même temps des hommes d'affaires, qui sont concurrents de l'État. Trouvez-vous que c'est normal? Comment voulez-vous que le pays puisse avancer? À côté de ça, donc je disais les besoins primaires, nous avons l'autosuffisance alimentaire. Le riz, on plante le riz depuis les années 60. J'ai un de mes promotionnaires qui aujourd'hui a une école supérieure de management, mais qui à côté a développé une industrie de riz. Il plante du riz à Tchibanga. Il récolte. Je vous le dis, c'est fait là au Gabon. Mais quand vous avez des hommes d'affaires qui ont l'exclusivité d'importation de riz, qui ont l'exclusivité d'importation de ci, importation de lait, importation de ça, comment voulez-vous que notre pays puisse changer? Non. Et malheureusement, lorsqu'on critique le pouvoir, vous ne voyez pas plus loin que votre nez. Je parle là des kunabélistes. Vous ne voulez pas voir plus loin que votre nez quand on vous dit que nous nous critiquons, non pas parce que nous avons un problème avec le général Oligui. Moi, je n'ai aucun problème avec lui. La preuve, je vous ai toujours dit que j'ai discuté avec lui, qu'il m'a convaincu qu'il voulait le changement. Mais le fait qu'à un moment, j'ai laissé cette ouverture n'a pas fait de moi un corrompu ou un béni oui-oui, malgré le fait qu'on m'ait apporté des voitures clés en main, ou qu'on m'ait proposé ci, ou qu'on m'ait amené dans des rencontres par-ci, par-là, pour m'appâter. J'ai gardé la lucidité, j'ai gardé la tête froide. Donc, qu'est-ce qui empêche, ou qui empêchait aujourd'hui le général Oligui véritablement
de faire ce qu'il avait dit. Se battre, parce qu'il a les moyens. Se battre pour que le pays remonte, pour que la locomotive remonte, soit remise sur les rails. Et ensuite partir avec les honneurs. Et je pense que c'est le peuple qui l'aurait ramené. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné le dos au peuple. Il a ramené, comment voulez-vous que des gens qui ont mis le Gabon, qui ont détruit le Gabon, hier, sous Omar, sous Ali, que ces mêmes personnes-là puissent changer les choses? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, besoin primaire. J'ai dit l'autosuffisance alimentaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Mais le logement. Le Gabonais est mal logé. Nous avons tout pour être logés de façon digne. Nous avons le bois à volonté. Mais venez en Europe, allez-y aux États-Unis. 80% de leurs maisons sont en bois et bien construites en bois. Et je vais même vous étonner. Une grande partie de ce bois, c'est notre bois qui est très prisé là-bas. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois, en faisant le tour de France ici, j'ai eu mal quand j'ai vu à combien notre bois est précieux. Allez-y au Roi Merlin. Allez-y un peu dans les rayons, là où on vend le bois. Allez-y voir le bois du Gabon. Combien il coûte. Allez-y voir. On peut loger la population dignement. Le général Oligui nous a montré en un an. Regardez, il a offert, je crois, plus d'une centaine ou de 200 ou 300 maisons aux militaires. Mais quelle est cette force qu'il a eue? Quel est ce budget qu'il a eu pour construire en moins d'un an 300 maisons aux militaires, mais qu'on ne peut pas faire la même chose aux Gabonais? Expliquez-moi. Tout est fabriqué sur place au Gabon. Mon défunt père était l'un des cadres de l'entreprise Ciment du Gabon, qui a été volontairement tué par le pouvoir à cause des détournements de fonds, et tout simplement parce qu'ils voulaient implanter leur entreprise marocaine. Tout est fabriqué sur place. Vous aviez l'usine de Ntoum qui produisait le calcaire, qui produisait donc avec la mine, qui le mettait dans le four, qui l'acheminait à Libreville, tout comme l'usine de Franceville. Nous avions tout sur place, tout. Et même là, c'était cher. À un moment, les Chinois ont fait venir leur ciment depuis la Chine. Donc vous prenez les taxes en Chine, vous prenez les salaires des Chinois, même si on dit que c'est des prisonniers, il y a quand même des coûts de fabrication. Le transport, le carburant pour transporter les sacs de ciment de Chine, arrivé au Gabon, coûtait 3500, pendant que le CPJ 45, donc le moins cher, le sac de ciment gabonais, coûtait combien? Il coûtait 5500 ou 6000. Donc comment voulons-nous que les choses changent si ceux qui sont à la tête du pouvoir sont des affairistes, à commencer par le général Oligui lui-même? Comment voulez-vous que les institutions qui sont censées dénicher les fraudeurs, ceux qui s'enrichissent illicitement, puissent fonctionner si à la tête même du pays, ce sont les mêmes personnes? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà les réalités du Gabon. Comment voulez-vous qu'on nous dise que nous sommes un pays où il faut serrer la ceinture, où il faut que nous donnons du sien, et les mêmes gens nous créent des associations bidons, ponctionnent l'argent de l'État, font venir des stars à coût de centaines de millions, mais sont incapables de doter l'ensemble de nos hôpitaux de moyens pour pouvoir se soigner dignement? Comment vous pouvez l'expliquer? Et vous voulez qu'on soit d'accord avec ce qui se passe? Comment voulez-vous qu'on soit d'accord avec ce qui se passe lorsque nous, en Occident, nous voyons que même dans les quartiers, je vous assure, regardez les petits centres de santé des quartiers, El Rafa est loin derrière. Je vous ai fait le témoignage parce que je vous ai dit, je n'ai rien à cacher, je suis quelqu'un, j'estime que les maladies, nous ne devons pas être stigmatiser quelqu'un parce qu'il a le VIH ou il a le diabète ou il a ceci, cela. Non, au contraire, je vous ai fait mon témoignage. Nous sommes le 4 aujourd'hui. Ça fait un an, jour pour jour, où j'ai été admis aux urgences à cause de certains symptômes, qui se sont révélés être un diabète. Mais je vous assure que séance tenante, j'ai été traité sans qu'on ne me demande le moindre sou,
sans qu'on ne regarde ma couleur de peau, sans qu'on ne sache si je suis riche ou si je suis pauvre, sans qu'on ne sache si je connais quelqu'un dans l'hôpital. Et je vous assure que le matériel qu'ils utilisaient, c'est du matériel que j'ai vu au Gabon, mais dans les grandes cliniques, mais ce matériel ne coûte même rien du tout. Attendez, j'arrange un peu mon oreillette, j'espère que vous m'entendez bien. Ce matériel ne coûte rien. Le matériel d'échographie, aujourd'hui, c'est miniature. Pour moins d'1 million et autres. C'est-à-dire que, aujourd'hui, avant, nous avions le système de dispensaires dans les quartiers. Aujourd'hui, si vraiment nous avions des gens qui aimaient ce pays, nous aurions pu équiper chaque dispensaire dans nos quartiers d'au minimum 2 appareils d'émographie. Un appareil, un scanner ou un truc comme ça. Je vous le dis. Je vous le dis. Je discutais même avec les médecins pendant tout le temps où j'étais hospitalisé. Vous savez, j'étais choqué de voir que la plupart des hôpitaux français ici stockent le matériel. C'est-à-dire le matériel qu'ils n'utilisent plus parce que ça a été rénové, etc., etc. Ils ont des nouvelles dotations. C'est stocké, c'est là, ils ne savent pas quoi en faire. Ils m'ont dit non, si vous avez des associations, machin, légales, nous sommes prêts à vous les donner. Donc c'est pour vous dire que si on nous parle de problèmes d'argent parce que les caisses de l'État sont vides, encore qu'il faudrait nous expliquer comment les caisses sont vides, mais il y a les moyens d'avoir là des partenariats. Si des associations, des personnes lambda peuvent avoir ce matériel gratuitement parce qu'on débarrasse ces hôpitaux et autres du matériel fonctionnel et qui, pour nous, est du matériel de dernière génération. Pourquoi s'en priver? Aujourd'hui, nous pouvons réhabiliter tous ces dispensaires dans la capitale et dans les villages. D'aucuns me diront, oui, mais l'électricité dans les villages. Aujourd'hui, nous avons les panneaux solaires avec les batteries, les accumulateurs. Donc vous voyez que lorsque nous voyons des gens comme le général Oligui, qui a fait le tour du monde avec Omar Bongo, qui a fait le tour du monde avec les Sylvia et autres, mais qui aujourd'hui se comporte comme il le fait là, c'est ça qui nous pousse à refuser d'écouter ce qu'il est en train de dire. Regardez là, on nous dit non, tout va bien. Les activistes sont des menteurs, c'est pas des patriotes. On fait venir Fally Ipupa. Le lendemain, on nous fait comprendre que la CNAM-GS est en faillite. Que la CNAM-GS ne peut pas honorer ses engagements envers les partenaires, envers les pharmacies et autres. Vous trouvez que c'est normal ça? Un pays qui est soi-disant, qui doit se serrer la ceinture, c'est encore ce pays où les dirigeants font venir des stars. Parce qu'on ne va pas nous mentir que c'est Osimhen. Mais c'est qui Osimhen? C'est qui Osimhen? Les Osimhen, c'est qui? C'est pas Oligui? C'est pas tous les extrémistes du Nord? C'est pas tous les extrémistes du Sud? Là, ils ont fait venir les Fally Ipupa, les autres. Mais hier, on a montré, les mêmes nous ont montré Angouni, non? Comment il s'appelle, le groupe ivoirien, là? Les Espoirs 2000 et autres. Donc nous sommes toujours dans la même continuité. Est-ce que pendant que nous avions faim, est-ce que pendant que nous voulions manger, que nous réclamions, qu'il y avait la grogne, est-ce que ce pouvoir-là ne se disait pas, bon, pour éviter la grogne, on va leur faire venir des stars, des Ja Rule, des R. Kelly, des machins? Nous n'avons pas d'argent pour le social. Nous n'avons pas d'argent pour soigner Yan Dong qu'ils ont voulu tuer à travers leurs grenades militaires. Mais nous avons de l'argent pour faire venir les Fally Ipupa à coût de centaines de millions. Et puis demain, on nous dit non, le Gabonais lambda ne peut pas aller acheter ses médicaments parce que la CNAM-GS est en faillite. Et quand on vous le dit, il y a des gens qui sont quand même là en train de dire on ne comprend pas, vous vouliez le changement, maintenant qu'il y a le changement, vous attaquez encore le pouvoir, mais vous vous moquez de qui? Où est le changement que nous avons vu? Il est où ce changement? Expliquez-nous. Nous avons demandé la bonne gouvernance. Vous nous avez présenté Maïs Moussi, ancien activiste, ancien membre de la société civile. D'accord, mais qu'est-ce que Maïs Moussi à l'époque demandait? Vous voulez que je vous sorte les interviews de Maïs Moussi sur TV5 et autres? Maïs Moussi réclamait la transparence dans la gestion de l'État. Maïs Moussi réclamait la transparence à chaque fois qu'on nous annonçait des choses pour l'État, que l'État, des trucs que l'État a engagés, mais lui-même il est incapable de le faire. On nous a fait croire qu'on a racheté Assala. Quand on fouille, on se rend compte qu'Assala n'a jamais été racheté. C'est une entreprise suisse qui a avancé les fonds et qui aujourd'hui est propriétaire. On nous fait croire que oui, le rachat d'Assala
est bénéfique pour le Gabon. Bénéfique pour le Gabon, où est l'argent, où est la différence maintenant? Où est l'argent que vous avez fait rentrer? Il n'y a toujours tellement pas d'argent que vous êtes obligé d'aller sur les marchés internationaux commander l'argent, non? Vous dites qu'Assala a produit de l'emploi. Mais moi, je suis en contact permanent avec les membres, les employés d'Assala. Beaucoup sont en train d'être mis au chômage. Beaucoup de prestataires sont en train d'être mis au chômage. Mais ça, pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vos chaînes de télévision ne le disent pas? C'est la même chose là que vous venez de dire, la SNBG. Pourquoi vous ne dites pas aux Gabonais que la SNBG est tombée en faillite parce qu'elle avait un trou de 30 milliards? Pourquoi vous ne dites pas que c'est Noureddine et autres et ses anciens acolytes qui ont rendu volontairement... Ah ouais, je devais terminer le live avec mon équipe, et voilà qui vient d'arriver. Attendez, je vous les montre. Hello guys! Ça va? Ouais, je sais qu'il fait froid, je termine le live là et puis on va y aller. Voilà son frère le côté là-bas. Comment... Ouais, parce que moi-même, j'ai mon vélo là. Comme je vous dis, le sport c'est la vie. Bon, c'était la petite pause. Attendez, je retourne, comment on retourne ça encore? Voilà. Donc, je vous disais que hier, Maïs Moussi nous disait oui, transparence, transparence. Mais elle est où la transparence? Nous ne demandons nous ne demandons que ça. Qu'ils nous donnent les détails, qu'ils nous disent, bon voilà, depuis qu'on a racheté Assala, soi-disant, bon voilà, Assala appartient au Gabon à temps, voilà ce que ça nous a rapporté, voilà ce que nous avons fait, voilà. Mais rien, nous sommes toujours dans l'opacité totale. Là, c'est la même chose, SNBG. Les anciens amis et patrons du général Oligui ont sabordé la SNBG. Ils ne l'ont même pas rachetée, ils l'ont prise. Mais aujourd'hui, on nous dit c'est revenu dans le giron de l'État. Ok, c'est bien. Allez-y voir sur sa page officielle. J'ai félicité le général Oligui pour ça. J'ai dit bravo. Mais espérons que... Monsieur François, je vous réponds. Comment? Ok, j'avance alors. Je termine, j'avance. Ouais, mais je suis connecté avec... Bon, accordez-moi 15 minutes, j'arrive. Donc, je vous disais que... Nous, on veut voir le changement. Montrez-nous que nous sommes des menteurs. Mais malheureusement, vous avez beau nous insulter, beau nous faire passer pour des gens qui insultent. Nous avons montré au peuple gabonais que la corruption continue. Nous vous avons fourni les documents concernant Gabon Wall. Pourquoi Oligui n'est pas sorti pour dire « Oh, c'est faux, c'est des menteurs » ? Nous vous avons fourni les documents concernant d'autres, les ONE et autres. Pourquoi ils ne sont pas sortis pour dire « c'est des menteurs » ? Nous vous avons parlé de la CNAMGS, non? Beaucoup ont dit « Oh, c'est faux ». Il y a eu la sortie de Madame Brigitte Mba qui a été accusée à tort, qui a dit « Ah non, moi je ne suis pas dedans, machin ». Vous-même, vous avez entendu qu'ils le savent et pour la calmer, ils lui ont dit non de se taire, qu'on va la nommer plus tard. Aujourd'hui, vous voyez, les faits ne sont pas là. Un zébra m'a envoyé une page concernant certaines dépenses. Allez-y sur ma page Facebook et regardez la publication que je viens de faire avant ce live. C'est extraordinaire, le niveau de corruption. La CNAMGS, donc, ce qu'elle produit, l'argent qui est ponctionné aux fonctionnaires et aux privés, donc ça sert à faire vivre le CTRI, à payer les cérémonies de commémoration de je ne sais trop quoi. C'est le but, le rôle de la CNAMGS. Mais c'est exactement comme ça, pour les mêmes raisons que Ciment du Gabon a coulé, Air Gabon a coulé, la SNBG a coulé, la SNTH à l'époque a coulé, Sosiga a coulé. C'était exactement ça. Vous avez des entreprises d'État qui génèrent de l'argent, et vous avez des dirigeants qui demandent à ces différents directeurs généraux et autres de leur envoyer de l'argent. Maintenant, quitte à eux de se débrouiller à justifier ça. Est-ce que ce n'est pas ce que M. Arnaud Ngandji a voulu nous faire comprendre il n'y a pas longtemps, quand il a été débarqué de la GOC et quand nous avons découvert des détournements massifs, rapport de Deloitte à l'appui. Quand à un moment, l'ancien régime a voulu le faire chanter. Vous vous rappelez quand Arnaud Ngandji menaçait et disait que s'il tombe, beaucoup vont tomber? Le rapport est là, les rapports ont été publics. Hein? Est-ce que vous l'avez vu qui a été touché? Vous ne pouvez pas avoir une justice si l'ensemble des dirigeants sont des voleurs.
Qui va commencer à mettre l'autre en prison, sachant que chacun connaît les casseroles de l'autre? Qui? Donc voilà pourquoi vous comprenez qu'aujourd'hui, si à un moment donné, le général Oligui avait de la bonne foi, sachez qu'aujourd'hui, non seulement lui-même par rapport aux casseroles qui traînent, mais ensuite son entourage. Vous connaissez bien l'adage, bonnet blanc, blanc bonnet. Vous ne pouvez pas faire changer un pays. Regardez, je vous donne un exemple. Macron là, vous avez vu comment le peuple a grogné, comment. Bon, il a dissous l'Assemblée, il a changé de Premier ministre. Imaginez si Macron avait nommé pour nouveau Premier ministre l'ancien Premier ministre et 80% de son équipe. Vous pensez que les Français l'auraient pris au sérieux? Mais c'est exactement ce qu'Oligui a fait. Comment Oligui peut venir nous dire, voilà, il est là pour le changement, et toutes les personnes qui nomment sont ceux-là justement qui ont tué le Gabon? Vous pensez que c'est censé, que ça a un sens? Vous pensez que ça a un sens? Le CTRI fonctionne dans le flou total. Allez-y voir les lignes budgétaires. Les lignes budgétaires, c'est lorsqu'un pays vote la loi de finances. Tout ce que le pays doit entreprendre comme dépenses, c'est là. C'est dans cette loi. Donc, c'est-à-dire que si on devait racheter la SNBG, c'est là-dedans. Il y a une ligne. Maintenant, si, par d'autres moyens, ils ont eu de l'argent, donc peut-être des levées de fonds à l'international, mais ça doit être su. Mais comment nous allons continuer toujours comme ça à avancer sans savoir comment notre argent est géré? Et puis demain, on va nous dire, oh, voilà, nous avons trouvé le pays à terre. Mais arrêtez! Vous avez trouvé le pays à terre, vous avez fait un audit. Quand vous avez pris le pouvoir, les finances de l'État étaient à quel niveau? Hein? Quand vous avez pris le pouvoir, Maïs Moussi, tu es un économiste. Tu travaillais dans les carrefours. Tu sais très bien que quand tu prends la caisse du prédécesseur, tu fais d'abord les comptes avec le prédécesseur. Vous n'avez mis personne en prison, si ce n'est ceux qui se sont disputés avec vous. Votre ancien ministre des Finances, il est là, il est libre. Dites-nous, quand vous avez pris le pouvoir, le Gabon était à quel niveau? Parce que nous, les institutions internationales, nous disent qu'aujourd'hui, la dette du Gabon a atteint un niveau extraordinaire. Nous sommes quasiment à plus de 70% du produit intérieur brut de dette. Et vous continuez de faire croire que tout va bien. Alors que sur le terrain, c'est l'inverse. Sur le terrain, nous voyons bien que nous sommes au bord de la banqueroute. J'ai retrouvé une interview du professeur Albert Ondo-Ossa que j'avais faite il y a 2 ans. Je l'ai retrouvé. Mais je vous assure qu'en réécoutant tout ce que le professeur Albert Ondo-Ossa disait, là je ne parle pas du politique, mais je parle de l'économiste. Mais j'ai l'impression, je vous assure que quand je vais diffuser ça, beaucoup de Gabonais croiront même qu'en fait, je l'ai filmé là il y a 1 semaine. Tellement ce qu'il dit, en fait, c'est des... Vous savez, l'économie, c'est une science qui obéit à des règles. Et quand on viole certaines règles, les conséquences sont les mêmes. Et vous allez écouter vous-même Albert Ondos à travers cette interview. Vous aurez l'impression même qu'il parle du CTRI. Mais c'est extraordinaire. Donc écoutez, je vais rentrer. Commence à faire nuit. Les enfants je dois rentrer. C'est une honte de voir le général Oligui continuer de protéger les assassins de ce pays, les assassins physiques, les assassins au col blanc. C'est une honte de voir que, au lieu d'appliquer la justice et la justice des règlements de compte, là je continue d'investiguer. Je vous ai dit que concernant l'affaire de Grand Calais, que vous avez tous vu les vidéos, l'un des principaux bourreaux qu'il dénonce a été assassiné par ses frères d'armes à Mandilou. Donc jusque-là, je suis encore en train de finaliser, mais je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur ça en m'adressant aussi aux familles des Gabonais. Vous voyez que plutôt que de recruter dans la santé, de former, d'envoyer en recyclage nos praticiens, parce qu'il y a trop d'erreurs.
plutôt que de véritablement recruter dans l'enseignement, parce que c'est l'enseignement, l'éducation d'un pays, c'est l'enseignement. Plutôt que d'éduquer, plutôt que de recruter dans ça, vous voyez qu'on recrute massivement les forces de défense et de sécurité. Pourquoi? Pour, à un moment donné, chasser ceux qui étaient là, et puis pour avoir de nouveaux soldats bêtes et obéissants pour pouvoir pérenniser le pouvoir. Donc ça commence par des privilèges qu'on leur accorde. Vous avez vu les établissements qui sont en train de construire pour eux, leurs fameux Prytanée, leurs machins, etc., etc. Ils arrivent à construire ça en moins d'1 an. Mais vous, dans les quartiers, vous vous contentez d'écoles sans fenêtres, sans barrières, avec les mêmes problèmes de table-banc. Vous vous contentez de maisons en planche pendant que lui, il construit des centaines de maisons pour les militaires. Voilà les réalités sous Oligui. Ce n'est pas sous Ali, hein, c'est sous Oligui. Les finances sont au rouge. Le peu que nous avions, les CNAM, GS et autres, sont en faillite. Mais on vous dit quand même tout va bien dans le pays. On n'arrive pas à soigner Simamboula, qui est quand même un de nos patrimoines. On n'arrive pas à le soigner, à le mettre dans de bonnes conditions. Mais on peut faire quand même venir des artistes à coût de centaines de millions. Voilà les réalités. Voilà uniquement ce qu'ils savent faire. Donc à vous la famille, je disais que vous qui êtes là, qui vous battez pour que vos enfants rejoignent les rangs de l'armée, mais est-ce que vous savez ce que vos enfants deviennent? Est-ce que vous savez comment ils sont transformés? Quand vous voyez certains de vos enfants qui du jour au lendemain montent en galon, vous savez ce qu'ils font? Parce que ces gens ont une double vie, ils ne vous diront jamais que « Oh voilà, je suis à l'armée en fait pour torturer les gens ». Ils ne vous diront jamais « Je suis à l'armée, j'exécute des tâches sordides ». Ils ne vous le diront jamais. Donc je reviendrai sur ça au cours de ce live. Et encore une fois, enseignons-nous. Ouvrons les yeux à ceux qui n'ont pas encore les yeux ouverts. Laissez-leur dire que nous crevons de faim. Moi, personnellement, je ne meurs pas de faim. Je vous dis que je perds même plus en continuant de m'initier dans les affaires de ce pays. Je perds plus. Vous comprenez? Mais ce qui est là, c'est que nous avons une fibre patriotique qui fasse en sorte que ce que nous voyons faire ailleurs, nous voulons que ça se fasse dans notre pays. J'aurais aimé qu'ils nous sortent des lois où à travers ces lois, ils obligent par exemple tous les hauts fonctionnaires du Gabon, de la République, les ministres, à se faire soigner au Gabon puisqu'ils ont des avantages. Mais ce sont eux qui nous disent que nous avons des hôpitaux, tout va bien, mais ce sont eux qui viennent se faire soigner à l'étranger. Pourquoi? Ce sont eux qui nous disent que l'école gabonaise est fonctionnelle, mais tous leurs enfants sont dans les écoles françaises. Vous trouvez que ça a un sens? Vous trouvez que ça a un sens? Que tous les ministres là viennent vous montrer, vous disent, moi mon enfant est à l'université telle au Gabon. Qui viennent vous dire ça? Leurs enfants sont là, ils ont des bourses présidentielles, ils sont aux États-Unis, au Canada. Leurs enfants n'ont pas de problème. Mais ils viennent vous dire, oui, le peuple continue à nous entuber. Donc écoutez, je termine là. Là, je rentre. Bon, ceux qui sont sur TikTok pour rester, je mets le téléphone dans la housse. Voilà. Pour qu'on puisse continuer comme il pleut. Oh, j'ai les mains gelées, complètement gelées là. Bon, écoutez, on va se laisser, on se dit au revoir. Partagez ce live. Peut-être tout à l'heure, je vais refaire un live où je serai chez Jonas parce qu'il y a un live de prévu chez Jonas. Et encore une fois, je tiens aussi à vous dire, rassurez-vous, nous savons que beaucoup de pseudo-activistes en réalité jouent sur les deux tableaux. Nous le savons. Mais vous savez, moi je suis quelqu'un, j'aime bien faire l'idiot. J'aime bien faire l'idiot, c'est-à-dire lorsque quelqu'un pense que je ne sais pas, eh bien je fais celui qui ne sait pas. Lorsque quelqu'un... Oh, qu'est-ce qui se passe?
Voilà. Lorsque quelqu'un, par exemple, m'enregistre au téléphone, je fais comme si je ne sais pas qui m'enregistre. Hein? Donc laissez-les avec... David est en train d'arriver. Laissez-les avec toutes leurs manigances, avec tout ce qu'ils font. Hein? Nous savons qui est qui, rassurez-vous. Comme le disait... Oui, je sais, tu es venu me chercher. Oui, ok. Lorsque quelqu'un pense qu'il vous a, hein, faites-lui croire qu'il vous a. C'est tout. Faites-lui croire que vous êtes un idiot et que vous ne savez pas ce qui se passe. Donc merci à vous, hein, depuis le Gabon, qui nous prévenez des personnes infiltrées parmi nous. Merci. Rassurez-vous, hein, on est parfaitement informés. Allez, bisous à tous et à peut-être tout à l'heure dans un live ou alors je vais monter dans le live, dans d'autres lives, que ce soit sur TikTok ou tout à l'heure avec Jonas. Allez, on est ensemble. Bonne soirée.